Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Règles de l'octet et du duet. Alors, cette vidéo n'a pas du tout la prétention d'être un cours qui va expliquer d'où il y a cette règle, etc. Mais elle est plus à percevoir comme un chaînon, une sorte d'élément qui fait le lien entre deux activités notamment que nous avons réalisées en classe, l'une qui porte sur la notion d'ion et l'autre sur la notion de molécule. Au travers de ces différentes activités, la règle de l'octet a souvent été citée comme étant un élément permettant d'interpréter, d'anticiper, soit d'une part, enfin donc de justifier, soit d'une part la formule de certains ions, notamment monoatomiques simples, soit d'autre part d'anticiper, d'interpréter, d'expliquer le nombre de liaisons covalentes susceptibles que peut réaliser un atome au sein d'une molécule dite simple. Bien sûr, cette règle a une limite de portée, mais au lycée, elle est largement suffisante donc, pour expliquer ces deux volets que je viens d'énoncer. Alors, je vous rappelle la règle. Donc cette règle, cette règle de l'octet et donc la règle du duet, en fait, à quoi elles correspondent? Eh bien, en gros, un atome va chercher à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche de lui dans la classification périodique. Pour cela, deux solutions s'offrent à lui. Soit il va gagner ou perdre des électrons, et donc devenir un ion, mais cette perte ou gain d'électrons va être de telle sorte que sa couche externe va comporter soit 8 électrons pour les couches L et M, soit 2 électrons pour la couche K. C'est la règle du duet qui doit être vérifiée. Dans ce cas-là, donc, il devient un ion, s'il y a perte ou gain d'électrons. Mais deuxième possibilité qui s'offre à l'atome pour avoir la structure électronique stable du gaz noble le plus proche de lui dans la classification périodique, c'est de mettre en commun certains de ces électrons de sa couche externe, encore appelée couche de valence, avec des électrons de couches de valence, de couches externes de d'autres atomes pour former des liaisons dites covalentes et donc créer ce qu'on appelle une molécule. Donc deux solutions possibles, et soit devenir un ion entre guillemets, soit devenir un atome au sein d'une molécule. Enfin, soit rester un atome mais être au sein d'une molécule. En fait, ce que je vous propose de voir, c'est comment cette règle de l'octet va permettre d'anticiper la formule des ions, qu'ils soient anions ou cations, mais aussi d'anticiper donc sur le nombre de liaisons que peuvent former un atome. Alors, la question que vous êtes certainement posée quand vous étiez au collège, pourquoi l'ion sodium c'est Na+, et pas Na2+? La réponse, si on applique la règle de l'octet, se fait au travers de sa structure électronique. Donc pour cela, on regarde son numéro atomique, 11 protons. Comme l'atome de sodium est électriquement neutre, il comporte donc 11 électrons, répartis sur les couches K2, L8, M1. À partir de là, donc, l'idée, c'est que cet atome ne vérifie pas la règle de l'octet, telle qu'elle est énoncée ici. Il va donc chercher à perdre ou gagner des électrons pour acquérir cette structure de l'octet. Première solution, il va gagner 7 électrons pour devenir donc K2L8M8. Ce gain de 7 électrons va donc le mettre sous la forme Na7-. Deuxième solution, il perd un électron et donc devient Na+. Dans les deux cas, la règle de l'octet est vérifiée. Mais la première solution est beaucoup plus coûteuse énergétiquement que la deuxième. En effet, c'est plus coûteux de gagner 7 électrons que d'en perdre un. C'est la raison pour laquelle la règle de l'octet nous explique pourquoi, dans la nature, les ions sodium se trouvent facilement. Alors, ma question de base, c'était pourquoi pas Na2+. Bah, regardons, si c'est Na2+, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 9 électrons, K2L7, et donc la formule sera donc Na2+. Or, K2L7 ne vérifie pas la règle de l'octet telle qu'on l'a expliquée, donc notre règle de l'octet nous explique pourquoi, interprète, anticipe, justifie, peu importe le terme que vous allez employer, pourquoi on ne rencontre pas Na2+, dans la nature. Alors, faisons un exemple similaire avec un anion, Cl-. L'idée est toujours la même, on part de l'atome correspondant, le chlore, on reprend son numéro atomique pour connaître le nombre de protons. Dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons car il n'y a pas de charge, car l'atome est électriquement neutre, pardon. Donc 17 électrons répartis selon les couches K2, L8, M7. Donc là encore, pour vérifier la règle de l'octet, eh bien il faut, deux scénarios peuvent être visés, soit une perte de 7 électrons, et donc devenir l'ion Cl7+, soit un gain d'un électron et devenir l'ion Cl-. De la même façon, dans la diapositive précédente, la perte de 7 électrons est beaucoup plus coûteuse que le gain d'un électron. Cette première solution ne sera donc pas retenue. Donc ici, la règle de l'octet permet de justifier, telle qu'elle est écrite,
pourquoi c'est l'ion Cl- et pas Cl7+. Et pourquoi pas Cl+? Cl+, ça veut dire qu'on a perdu un électron. Cl+, un électron. Donc de 17 électrons, on passerait à 16, soit une structure électronique en K2, L8, M6. M6, incompatible avec la règle de l'octet. Là encore, notre règle de l'octet nous explique pourquoi, si on l'applique, eh bien effectivement, les ions Cl+, ne se trouvent pas naturellement dans la nature. Alors, ce premier volet de la règle de l'octet, en général, vous maîtrisez très bien. Il y a un autre volet de la règle d'octet qui est très intéressant et très puissant, c'est qu'il va nous permettre de connaître le nombre de liaisons covalentes susceptibles de réaliser un atome au sein de molécules dites simples. En gros, les molécules simples, celles qu'on rencontre au lycée. Alors, le carbone réalise 4 liaisons covalentes. Mais pourquoi? Une fois de plus, le point de départ, c'est le même. On cherche à écrire la structure électronique de l'atome qui nous intéresse. Si c'est le carbone, Z égale 6 protons, donc 6 électrons, K2L4. Alors le carbone doit vérifier la règle de l'octet. Ça, c'est à savoir, hein. Souvent vous vous demandez pourquoi c'est pas plutôt la règle du duel, il peut très bien en perdre 4. Bon, ok. Donc ici, le carbone, lui, n'a pas tendance à devenir un ion, il a plutôt tendance à être au sein d'une molécule. Mais pour vérifier la règle de l'octet, on comprend bien qu'il lui manque 4 électrons pour faire K2L8. Et bien voilà ce que va faire l'atome de carbone, il va chercher 4 partenaires. 4 partenaires et donc proposer à chacun d'entre eux de mettre en commun un de ces électrons de la dernière couche, la couche L, la couche de valence, avec un de leurs électrons à eux de la couche externe. C'est la raison pour laquelle l'atome de carbone peut réaliser 4 liaisons covalentes. Un autre exemple, pour fixer les idées, un classique, l'oxygène. L'oxygène, on part de la même structure de raisonnement, numéro atomique 8, 8 protons, l'atome d'oxygène étant électriquement neutre, il comporte donc 8 électrons, répartis selon les couches K2L6. Eh bien, la question que je vous pose, donc ce sera le défi de cette vidéo, c'est de m'indiquer combien de liaisons covalentes peut réaliser l'atome d'oxygène. Alors, vous gardez 2 minutes, pas plus à mon avis, vous lancez la vidéo, vous mettez sur pause, et après vous regardez le corrige-avis. À tout de suite. Voilà, donc je présume que vous avez un élément de réponse. Eh bien, c'est toujours le même raisonnement. Pour être stable, donc effectivement, l'oxygène pourrait gagner 2 électrons, et donc devenir O2-. Mais là, c'est pas la question. On l'a dit en début de vidéo, oui. Pour devenir stable, un atome peut gagner ou perdre des électrons, mais il peut aussi mettre en commun des électrons de sa dernière couche, appelée couche de valence, avec les électrons de valence de d'autres atomes pour former des molécules. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse ici. Pour avoir une structure en L8, il faudrait qu'il gagne combien? 2 électrons. Il va donc faire 2 liaisons covalentes, car une liaison covalente est la mise en commun de 2 électrons de valence. Donc autrement dit, parmi ces 6 électrons, l'oxygène va en réserver 2 pour les mettre en commun avec 2 autres électrons de 2 autres atomes. Autrement dit, le carbone peut faire 4 liaisons et l'oxygène peut faire 2 liaisons. On a donc, grâce aux règles de l'octet, expliqué pourquoi, par exemple, le dioxyde de carbone CO2, représenté ici pour le carbone par une sphère noire et pour les atomes d'oxygène par des sphères rouges, on vient de justifier pourquoi entre le carbone et l'oxygène il y a 2 liaisons. En effet, l'oxygène de gauche réalise 4 liaisons, l'oxygène de gauche réalise bien 2 liaisons covalentes, pareil pour l'oxygène de droite, et le carbone central réalise bien 4 liaisons covalentes, comme on nous l'avait suggéré la règle de l'octet. Voilà, donc j'espère que ceci vous permet de remettre à plat cette notion-là. N'hésitez pas à faire des exercices pour bien sûr fixer les idées, et je vous dis à bientôt.